Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur d'hypnoseparis.com. Jean, c'est peut-être la fin d'un long calvaire. Depuis près de 15 mois, ces dizaines d'otages israéliens qui avaient été enlevés par les terroristes du Hamas en Israël le 7 octobre et qui seront peut-être libérés. Alors bon, la question qu'on va se poser, c'est pour ceux qui vont pouvoir revenir auprès de leurs proches, comment on fait pour survivre dans de telles conditions pendant près de 15 mois ? Alors, c'est effectivement une question majeure. Et ce que notent les chercheurs et les cliniciens aussi qui travaillent sur ce sujet, c'est l'incroyable adaptabilité du cerveau de l'espèce humaine. Globalement, les individus tiennent précisément, même dans les conditions de détention les plus inhumaines. Le stress inouï auquel est soumis le cerveau, eh bien, il a tendance à opérer mécaniquement des restructurations cognitives. La perception du temps, par exemple, n'est plus la même. Cette désorientation sensorielle est accentuée, évidemment, par les conditions de détention, précisément. Des personnes qui sont captives dans un tunnel, par exemple, finissent par ne plus savoir si dehors il fait jour ou nuit. Les privations de sommeil, les privations d'eau, de nourriture, elles accentuent encore ce phénomène. Et malgré tout, eh bien, les personnes, elles tiennent en mode survie, pourrait-on dire. Le cerveau bascule en mode survie. C'est extrêmement éprouvant, bien sûr, et l'enjeu majeur, c'est précisément après la libération espérée. Comment se passe précisément cet après? Alors justement, ça se passe comment, une libération d'otages? C'est quoi les étapes? Alors les étapes, évidemment, c'est d'abord un bilan global de santé physique, et puis dans la foulée, un bilan de l'état psychique avec des situations différentes. D'abord, les enfants qui sont particulièrement observés parce que précisément ultra sensibles. Le développement du cerveau de l'enfant, il n'est pas terminé, et la question de l'irréversibilité des problèmes, elle se pose évidemment de façon majeure, et faire le maximum précisément pour que tout puisse être amélioré et réversible. Et puis ensuite, il y a les situations des personnes adultes avec d'un côté des personnes qui sont profondément éprouvés et avec qui le travail va commencer à ce moment-là, un travail de reconstruction. Et puis, un autre cas qui n'est pas si rare, de personnes qui sont dans une espèce d'euphorie de la libération, et ça y est, enfin, le cauchemar est terminé. Et là, les spécialistes parlent de bombe à retardement parce que, à ce moment-là, eh bien, ce qui se passe, si le nécessaire n'est pas fait, notamment autour de la parole, que les personnes puissent raconter ce qui s'est passé, que cette idée, si vous voulez, qu'il faut que ça sorte. Si ça ne sort pas, eh bien, ces personnes, comme une bombe à retardement, vont se retrouver peut-être des mois après, dans certaines situations, prises dans des cauchemars effrayants, et le fameux stress post-traumatique qui les empêche à ce moment-là de vivre. Alors justement, quand ce phénomène éclate, ça se passe comment ? Alors en fait, le stress post-traumatique, il y a vraiment une symptomatologie qui est assez précise. Outre les cauchemars, vous avez trois sujets majeurs. Vous avez des réminiscences, c'est-à-dire que les personnes, ça fait intrusion dans leur esprit. Tout à coup, elles replongent finalement dans l'horreur, dans le cauchemar. Ça se voit parfois dans des films. Vous savez, cet effet que la personne, ça y est, elle est plus avec vous. Elle est à nouveau dans l'horreur. Il y a également un état d'hypervigilance. La personne est dans l'angoisse en réalité en permanence que ça recommence, et cette hypervigilance, c'est une fatigue terrible pour le cerveau. Ça n'est jamais la paix. Et puis le troisième point, c'est une tendance à l'évitement de toutes les situations à risque qui peut entraîner des espèces de phobies sociales et qui rendent en réalité la vie complètement insoutenable, invivable. Pour vous dire à quel point c'est un sujet terrible, le stress post-traumatique, le dessinateur Fred De Wilde, qui était un rescapé des attentats de novembre 2015 au Bataclan, du 13 novembre, eh bien, il a fini par mettre fin à ses jours l'année dernière, au mois de mai. Il n'a jamais réussi à s'en remettre. Oui, et alors on précise aussi au sujet de ces otages, ils ont été retenus en otage dans des conditions inhumaines dans la bande de Gaza, et en plus dans une zone de guerre particulièrement violente. Donc c'est effectivement, c'est très lourd. Est-ce qu'il y a quand même une lueur d'espoir pour ceux qui reviennent? Évidemment que oui. Alors oui, Jean-Marie, évidemment, l'espoir subsiste toujours. L'esprit humain est
positivement surprenants, des exemples incroyables sont recensés chaque jour en réalité dans le monde. Les fameuses capacités de résilience, elles existent vraiment. Peut-être que c'est un mot qui est parfois mis à toutes les sauces pour un oui, pour un non. Pour autant, la résilience, la vraie résilience, ça existe précisément dans des cas extrêmes comme celui-ci. Et justement, les équipes de psychologues, de médecins, d'infirmiers, de psychiatres qui vont accueillir, on l'espère, ces otages à leur libération, ils vont travailler précisément dès l'accueil de ces personnes à ce que ces capacités de résilience, eh bien, elles s'activent dès le début de cette nouvelle vie. Exactement, et les proches aussi, qui ont besoin de les revoir, les leurs. Merci beaucoup, Jean Dorido. Je rappelle votre livre, Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.